Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des astéroïdes, de leur position, de leur trajectoire et de leur origine. Vous avez peut-être récemment entendu parler de l'astéroïde YR4, qui présente une probabilité de 1,6% de percuter la Terre en 2032. Nous allons tenter de comprendre d'où vient cette probabilité et pourquoi cet impact est prévu pour cette date précise. Pour cela, il faut d'abord comprendre la trajectoire de ces corps célestes. Et avant ça, nous allons commencer d'abord par comprendre qu'est-ce qu'un astéroïde. L'astéroïde, son origine, c'est la ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter. Cette ceinture a été formée donc il y a 4,6 milliards d'années. À cette époque, notre étoile, le Soleil, était entourée d'un vaste disque de gaz et de poussière appelé disque protoplanétaire. Sous l'effet de la gravitation, ces particules se sont agglomérées pour former progressivement des corps de plus en plus grands, qui a donné les planètes observables aujourd'hui. Toutefois, certains de ces objets n'ont jamais atteint une taille suffisante pour devenir des planètes. Ils sont restés sous forme de petits corps célestes dispersés dans le système solaire et principalement entre Mars et Jupiter. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter est composée de plusieurs astéroïdes. Donc les principaux types sont les C, les S et les M. Les types C, c'est des types riches en carbone. Les S sont composés principalement de roches et de métaux, donc les silicatés. Et les types M, ce sont des astéroïdes métalliques qui sont riches en fer et en nickel. L'astéroïde suit une trajectoire qui est elliptique selon les lois de la gravitation universelle de Newton. Donc les trajectoires des planètes autour du Soleil ne sont pas des trajectoires circulaires, mais plutôt elliptiques. On va essayer de comprendre l'origine de cette trajectoire elliptique par des calculs en utilisant la loi gravitationnelle de Newton. Alors dans cette animation, vous pouvez voir la trajectoire de plusieurs planètes. Donc ici par exemple la Terre c'est en bleu et les astéroïdes sont les débris autour donc qui sont dispersés dans tout le système solaire. Alors ce qui fait qu'un astéroïde lorsqu'il est éjecté de cette ceinture par perturbation, donc Jupiter va perturber l'astéroïde et va éjecter un astéroïde de cette ceinture, ce qui va modifier sa trajectoire. Et donc c'est ça qui fait que les astéroïdes percutent les planètes, c'est lorsqu'on change leurs conditions initiales. Alors quand je dis conditions initiales, bien sûr, je parle de la vitesse, la direction et la position. Donc ces trois informations définissent ce qu'on appelle une condition initiale d'un objet. Alors dans cette animation, vous pouvez voir les trajectoires de toutes les planètes du système solaire. Donc notre planète, la Terre, donc sa trajectoire est en bleu, donc il est modélisé par cette trajectoire bleue. Et l'astéroïde YR4, sa trajectoire est la verte. Donc on voit que l'ellipse, donc on va voir après, donc il y a une grandeur qui caractérise les ellipses, c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Donc plus cette excentricité est grande, plus l'ellipse est allongée, donc plus il est aplati. Et lorsque l'excentricité est très faible, l'ellipse se réduit à un cercle. Donc ici, comme vous pouvez voir, le YR4, puisque c'est un astéroïde de centaines de mètres, donc de diamètre, je crois que c'est 100 mètres de diamètre. On ne connaît pas encore sa composition, mais par des estimations, donc on a estimé sa densité, donc sa masse, et donc on voit que son excentricité est très grande, cela est dû à sa masse faible. Plus la planète a une masse grande, plus son excentricité est faible, et donc plus il va suivre une trajectoire qui est proche du cercle. Donc l'étoile, donc notre Soleil, il est au milieu, et on voit qu'effectivement il y a une probabilité que le YR4 percute la Terre, parce qu'il croise la trajectoire de la Terre en deux points, donc ici et ici. Mais bien sûr, ça reste des probabilités, puisqu'il faut prendre en compte Jupiter. Donc là, on va lancer l'animation pour que vous puissiez voir. Donc ici, j'ai augmenté la vitesse de l'animation. Donc chaque une seconde dans l'animation, ça représente 6 mois en réalité. Donc on voit que Jupiter, lorsqu'il croise le YR4, il va modifier sa condition initiale et donc il va modifier sa trajectoire. Et on voit que donc la trajectoire change, donc le périhélie de cette ellipse change, la vitesse de l'astéroïde change, et donc par des calculs perturbatifs, puisque le Soleil constitue plus que 90% de la masse du système solaire, donc on va négliger
les effets des autres planètes, sauf Jupiter, parce que c'est une grande une masse, il y a une grande masse, donc c'est la masse la plus grande du système solaire, et donc on va prendre en compte sa perturbation. Et donc, rassemblant toutes ces informations, on voit effectivement que il y a une chance que l'astéroïde percute la Terre en 2032. Donc cette chance est faible, elle est de l'ordre de 1,62%. J'ai vu ce matin les informations, donc cette chance a augmenté à 2%. Et donc cela veut dire sur 100 conditions initiales, il y a 2 conditions initiales qui finissent par percuter la Terre. L'astéroïde percute la Terre, l'énergie libérée lors de l'impact dépend de sa masse et de sa vitesse. L'astéroïde transporte avec lui une énergie cinétique donnée par la formule 1,5 mv au carré, avec m c'est la masse de l'astéroïde et v sa vitesse. Prenons l'exemple de l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures. Il s'agit d'un corps céleste de 10 à 15 km. Donc ici on va prendre, donc puisque la limite de cette animation c'est 1,5. Donc on va prendre un corps, donc un astéroïde type C d'un diamètre de 1,5 km, mais sachez que l'astéroïde qui a frappé la Terre à l'époque des dinosaures, donc c'était un corps céleste d'environ 10 à 15 km. Sa vitesse est de l'ordre de 25 km par seconde, voilà. Et l'angle d'impact, donc c'était, on va prendre 45 degrés. Donc plus l'impact est faible, plus l'angle de l'impact est faible, donc plus on s'approche d'un angle de 0 degré, donc une incidence normale, plus l'énergie est grande. On va prendre un angle d'impact de 45 degrés. Donc on va essayer de prendre une localisation, par exemple, on va prendre par exemple la ville de Paris. Et donc on va essayer de voir l'impact et les dégâts causés par cet astéroïde. Donc on va choisir par exemple premier arrondissement et on va lancer donc l'astéroïde. Donc on voit que le cratère causé par l'explosion est de 19 km, donc toute l'île de France est quasiment rasée de la carte. La profondeur du cratère est de 700 mètres. L'impact, donc l'énergie libérée par l'impact, c'est 178 gigatonnes. Alors sachant que 1 mégatonne, c'est 1 million de tonnes de TNT, donc ici on est à 178 milliards de tonnes de TNT, donc ce qui est colossal. Alors sachant que ici j'ai pris qu'un astéroïde de diamètre 1,5, donc il faut multiplier cette énergie fois 10, parce qu'on a dit que c'est 15 km l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures. Cette énergie est équivalente à plusieurs, voire des centaines de milliards de bombes atomiques. Ce qui peut entraîner, en plus de l'explosion, cela va affecter l'atmosphère, ça peut causer en fait des tsunamis, donc s'il touche les océans, ce qui est une grande probabilité qu'il touche l'océan d'abord, puisque 70% de la Terre est couverte d'océans, et cela provoquer une poussière dans l'atmosphère et bloquant la lumière solaire, la photosynthèse, et ce qui va donc influencer et arrêter toute forme de vie sur Terre au bout de quelques mois. Pour comprendre la trajectoire des astéroïdes, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une force. Donc Newton a formulé sa loi d'attraction universelle. Donc il a stipulé que lorsqu'on a deux masses M1 et M2, donc la masse M1 va exercer une force sur la masse M2, et la masse M2 va exercer une force qui est équivalente aux normes, mais opposée en direction sur la masse M1. La norme de cette force est donnée par donc Fm1 sur Fm2 est égal à G fois la masse M1 fois la masse M2 sur la distance entre les deux au carré, donc la distance entre les deux centres de masse. Vectoriellement, donc la force exercée par M1 sur M2 va être dirigée vers M1. Et il faut ici définir un vecteur U. Donc si le vecteur U est dans ce sens, donc c'est un vecteur unitaire, donc ici il faut placer un moins parce que cette force est dans le sens opposé. Alors maintenant, pour
pour comprendre la trajectoire des astéroïdes, on va remplacer la masse M1 donc, par l'astéroïde. Donc ça c'est M1. Et la masse M2 par le Soleil. Donc là, je ne respecte pas les échelles. Donc je prends le Soleil par exemple ici. Donc la masse M2. Le Soleil exerce une force sur l'astéroïde, donc F M2 sur M1, qui est égal à moins G fois la masse du Soleil fois la masse de l'astéroïde sur la distance entre les deux au carré. Donc on va supposer que la distance entre les deux est égale à R, selon un vecteur unitaire U. Alors le vecteur unitaire U, parce qu'on est à symétrie sphérique, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace, le vecteur U, a priori, donc c'est un vecteur dans les coordonnées sphériques. Donc les coordonnées sphériques sont ER, Eθ, Eφ. Donc on peut modéliser rapidement. Donc si on prend une sphère, voilà, et on prend un point sur la sphère, donc ER c'est le vecteur radial, unitaire radial. Eθ, donc si on a un mouvement selon θ, donc θ c'est l'angle qui est là, donc Eθ c'est ce vecteur unitaire, et Eφ, donc c'est le mouvement dans le plan écliptique, donc ici Eφ. On va démontrer que le moment cinétique de cet astéroïde, qui est égal à sa masse fois OM vectoriel V. Donc OM, c'est la distance entre, donc si on prend O, c'est l'origine, donc c'est dans le centre du Soleil. Donc on travaille dans le référentiel héliocentrique, et M, c'est le point au centre de l'astéroïde. Donc on peut démontrer que L, qui est égal à M, donc OM dans la base sphérique c'est RER, vectoriel V, donc la vitesse en coordonnées polaires ici c'est R θ point Eθ, donc ce qui nous donne MR au carré, ER vectoriel Eθ c'est EZ. Donc si on calcule la dérivée du moment cinétique, on trouve M d de OM sur dt, vectoriel V, plus OM vectoriel d de V sur dt. Le premier terme est nul parce que dOm sur dt c'est la vitesse, donc puisque la vitesse est collinéaire à la vitesse, donc ce terme-là est nul. Donc il nous reste à déterminer la valeur de OM vectoriel dv sur dt. On va utiliser le principe fondamental de la dynamique qui nous dit que la masse fois l'accélération, c'est-à-dire dv sur dt, est égale à la somme des forces. Ici on a une seule force, donc qui est égale à moins gms ma sur r au carré selon UR. Et ce UR, c'est le même que ER que j'ai pris ici en coordonnées polaires. Donc ça veut dire que l'accélération, c'est tout simplement moins G ms sur R au carré fois OM, donc c'est R, ER, vectoriel ER, et donc on trouve 0. Donc si je fais OM vectoriel ce terme, on trouve 0, puisque l'accélération est collinéaire à OM. Et donc on trouve que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale à 0. Donc cela signifie que le moment cinétique est constant. Donc ça veut dire que l'astéroïde a un moment cinétique constant, c'est-à-dire que sa trajectoire est contenue dans un plan. Est contenue dans un plan. Donc ça veut dire que, donc si on prend le Soleil, donc là, l'astéroïde va tourner donc sur l'étoile, tout en gardant un plan constant parce que le moment cinétique il est dirigé vers la coordonnée Z. Donc ça veut dire que le moment cinétique est perpendiculaire au plan de mouvement de l'astéroïde. Donc puisque elle ne varie pas dans le temps ni en norme ni en direction, ça veut dire que l'astéroïde va rester dans un plan et sa trajectoire est contenue dans un plan. Donc à partir du moment cinétique, donc puisque le moment cinétique est constant, on va définir ce qu'on appelle donc sa norme. Donc on va essayer de calculer sa norme. Donc sa norme c'est la masse fois r au carré fois θ point d'après la première relation ici. Donc on va prendre juste la norme de ça. Donc m, r fois r c'est r au carré θ point. Et donc ça veut dire que cette quantité est égale à la masse fois c. Donc ça veut dire que cette quantité r θ point est constante puisque L est constante. Et donc C qui est égal à R au carré sur θ point est égal au moment cinétique, sa norme, sur la masse de l'astéroïde. Et ici on a ce qu'on appelle la constante des airs.
Donc cette constante des airs est très utile dans la suite des calculs. Elle a été démontrée par Kepler, donc en observant juste le mouvement des planètes. Donc c'est la deuxième loi de Kepler qui stipule que le vecteur OM balaye des surfaces égales pendant des intervalles de temps égaux. Alors maintenant, on va revenir à l'équation fondamentale de la dynamique, donc la masse fois l'accélération, donc m d de v sur dt, parce que le but ici c'est de trouver la trajectoire de l'astéroïde. Donc m dv sur dt est égal à la somme des forces, donc on a une seule force, moins g fois la masse du soleil fois la masse de l'astéroïde sur r au carré selon ER. M dv sur dt, donc c'est d sur dt de la vitesse, et la vitesse, on a trouvé que c'était donc c'était r point ER plus r θ point Eθ est égal à moins g ms m sur r au carré selon ER. On va dériver encore une fois et on trouve que l'accélération est égale à donc m fois l'accélération, donc m fois r de point moins r θ point selon ER plus 2r point θ point plus r au carré θ2 point selon Eθ. Donc il suffit tout simplement de dériver cette expression par rapport à temps. Je vous rappelle que la dérivée de ER par rapport à dt c'est θ point Eθ, et la dérivée de Eθ sur dt c'est moins θ point ER est égal à moins g ms m sur r au carré selon ER. Et maintenant on va faire une projection, donc l'équation la plus intéressante c'est l'équation r de point, donc m r de point, donc je peux simplifier avec le m, on trouve r de point moins r θ point au carré est égal à moins g ms sur r au carré, donc j'ai simplifié par m. Et donc il faut résoudre cette équation. Il faut résoudre cette équation pour trouver une équation paramétrique qui va nous donner la variation du rayon de l'astéroïde en fonction de l'angle. Donc pour cela, on va faire un changement de variable, et ce changement de variable, on l'appelle la loi de Binet, ou la transformation de Binet. Donc la transformation de Binet est la suivante. On va poser une variable qui s'appelle U, qui est égale à 1 sur R. Et lorsqu'on calcule d de r sur dt, on trouve d de r sur d de θ fois d de θ sur dt. Donc ce qui nous donne d sur dθ de 1 sur u fois d de θ sur dt. Donc d de r sur dt est égal à moins d de u sur d de θ fois 1 sur u au carré θ point, et c'est moins d de u sur d de θ. 1 sur u au carré c'est r au carré θ point, et r au carré θ point c'est ce qu'on a posé tout à l'heure, donc c'était la constante des airs, donc ça fait moins c d de u sur d de θ. On va ensuite calculer, avec cette transformation, on va essayer de calculer l'accélération. Donc on va calculer terme par terme, on va essayer de calculer le premier terme, donc r de point. Donc r de point c'est d sur dt de d de r sur dt, qui est égal à d sur dt, donc d de r sur dt c'est d de r, donc c'est d de r sur dt, donc c'est ce que j'ai trouvé ici, c'est moins c d de u sur d de θ. Donc ça nous donne d sur d de θ fois d de θ sur dt de moins c d de u sur d θ. Donc r de point est égal à θ point fois d sur d θ, donc c'est moins c dθ point d au carré de u sur dθ au carré. Θ point, donc c c'est r au carré θ point, donc ça veut dire que r au carré c'est 1 sur r au carré c, donc c'est u au carré c. Et donc là ça nous donne moins c au carré u au carré d au carré de u sur d de θ au carré. Donc ça c'est la première transformation pour ce terme. Maintenant on passe au deuxième terme. Pour trouver le deuxième terme, donc on va calculer r θ point au carré, qui est égal à r
Donc θ point c'est 1 sur r au carré c, donc c'est c au carré sur r à la puissance 4, ce qui nous donne c au carré sur r à la puissance 3, donc u à la puissance 3 c au carré. Et maintenant on remplace dans l'expression, donc r de point, donc c'est moins c au carré, u au carré, d2 au carré de u sur d de θ au carré, moins r θ point, donc moins u à la puissance 3 c au carré est égal à moins gms sur r au carré, donc c'est moins gms fois u au carré. Et maintenant on va simplifier par les u au carré, et on trouve finalement moins c au carré d au carré de u sur dθ au carré, moins uc au carré est égal à moins gms fois 1. Donc d au carré de u sur dθ au carré plus u est égal à gms sur c au carré. Et ici, on a une équation qu'on peut résoudre facilement. Sa solution est la suivante. Donc, uθ est égal à une constante a cosinus θ plus phi. Alors, pour trouver a, il faut tout simplement les conditions initiales. Et puis ça, c'est la solution homogène, donc il faut rajouter une solution particulière. Donc, c'est gms sur c au carré. Alors maintenant, on va revenir à R, donc puisque uθ est égal à 1 sur R, donc ça veut dire que Rθ, la trajectoire de l'astéroïde, c'est tout simplement 1 sur A cosinus θ plus phi, plus gms sur C au carré. Cette expression, on peut la transformer en... Donc on peut la transformer en utilisant un changement de variable. Donc on peut l'écrire sous la forme suivante. Donc Rθ est égal à donc gms sur c au carré divisé par 1 plus a fois c au carré sur gms cosinus θ plus phi. Et donc si on pose P est égal à gms sur c au carré et E est égal à A c au carré sur gms, on va trouver l'équation suivante, donc P sur 1 plus E cosinus θ plus phi. Alors P, c'est ce qu'on appelle le paramètre de l'ellipse, et E, c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Alors, puisque la trajectoire de l'astéroïde, donc il suit une trajectoire elliptique qui ressemble à ça, l'astéroïde est là, donc on a sûrement E qui est compris entre 0 et 1. Donc pour un E qui est compris entre 0 et 1, ça veut dire qu'on a une ellipse. Alors maintenant, pour parler un peu des ellipses, donc l'ellipse c'est tout simplement une conique, donc qui ressemble à ça. Il possède un centre, O, il possède un foyer, F, et un autre foyer, F', donc qui est symétrique à F par rapport à O. Il possède un demi-grand axe qu'on appelle A, donc c'est la distance entre O et P. Donc ce point P, c'est ce qu'on appelle le périlé. Ce point A, c'est ce qu'on appelle l'apogée. L'apogée parce qu'il est très loin, donc par exemple si on pose le soleil ici, donc le soleil va occuper un des foyers, et l'astéroïde, elle est là. Donc je vais l'appeler M. Donc la trajectoire de l'astéroïde autour du soleil, c'est une trajectoire elliptique, le demi-grand axe c'est A, et le demi-petit axe, c'est la distance entre donc, le sommet et O, c'est ce qu'on appelle B. La distance entre le soleil et le périlé, c'est ce qu'on appelle Hermine. Donc le périlé, c'est la distance la plus proche du soleil, et la distance la plus lointaine du soleil, c'est ce qu'on appelle Rmax. Donc Hermine plus Rmax est égal à 2A, qu'on peut aussi démontrer en utilisant cette relation. Alors, en utilisant cette relation, Rθ est égal à P sur 1 plus E cosinus θ. Donc ici, j'ai pris phi est égal à 0. Phi, c'est tout simplement l'angle entre l'axe X et l'axe de l'étoile. Parce qu'on peut avoir des situations où l'axe X fait un angle avec l'axe de
OF, donc l'axe de l'étoile, et donc on va avoir une inclinaison, donc ici phi, c'est cet angle. Donc si on prend phi est égal à 0, on peut simplifier l'expression E cosinus θ. Lorsque l'astéroïde il est en périhélie, donc il est là, donc lorsqu'il est là, on a θ est égal à 0. Lorsque l'astéroïde va tourner donc pour arriver à l'apogée, ici on a un θ qui est égal à pi. Donc ça veut dire que lorsque r lorsque θ est égal à 0, ben, on a r min qui est égal à p sur cosinus 0 c'est 1, donc ça fait 1 plus e. R en pi c'est r max, donc c'est p sur 1 moins e. Lorsqu'on fait la somme des deux, donc on trouve r min plus r max, ça fait 1 moins e au carré, p moins e plus p plus PE, donc ça fait 2P. Et donc on a une relation supplémentaire, donc 2P 1 moins E au carré est égal à 2A. En coordonnées cartésiennes, l'équation de l'ellipse, donc en coordonnées cartésiennes x, y, c'est tout simplement y au carré sur b au carré plus x au carré sur a au carré est égal à 1. Et la preuve, c'est lorsque a est égal à b, donc lorsque le demi grand axe est égal au demi petit axe, cette équation se réduit à l'équation d'un cercle, x au carré plus y au carré est égal à a au carré, et donc l'ellipse se réduit en un cercle de rayon a. Donc voilà, on a compris l'origine de la trajectoire de cet astéroïde. Donc la trajectoire de l'astéroïde cette trajectoire elliptique est causée par la présence du Soleil. Mais ici, par exemple, prenons l'exemple suivant. Donc là, on a le Soleil. Ça, c'est la trajectoire de l'astéroïde. On va prendre aussi en compte la trajectoire de Jupiter. On va prendre la trajectoire de Jupiter. C'est juste un exemple. Donc lorsque, normalement, la distance, donc Jupiter, voilà. Donc il y a des moments où Jupiter va s'approcher de l'astéroïde. Donc ici, le Jupiter, il va exercer une force supplémentaire sur A, et donc dans le terme, la force exercée par le Soleil sur l'astéroïde qui est égale à moins gms, la masse de l'astéroïde sur r au carré, on va prendre en norme, il faut rajouter un terme perturbatif que je vais appeler epsilon. Ce terme perturbatif, il est causé par la présence de Jupiter. Et donc à chaque révolution de Jupiter, donc on a un terme supplémentaire qui se rajoute à la force exercée par le Soleil sur l'astéroïde, donc ce qui va modifier ces conditions initiales. Et donc selon ces conditions initiales, donc il y a plus ou moins de chances qu'il finisse par percuter la Terre.